Bon, merci beaucoup, monsieur le professeur Hossein Abdelkader de l'Université de Chlef, pour la présentation très intéressante sur la transition énergétique, etc. On passe rapidement aux questions et à d'éventuels commentaires. Haddad, on commence par le professeur Haddad de l'Université de Guelma. Merci. Le problème de l'hydrogène, c'est un problème qui est à moitié, à ma connaissance, à mon connaissance, qui est à moitié résolu. Le problème de l'hydrogène, c'est, comme vous savez, c'est sa molécule. Sa molécule, elle est très petite. Oui. Donc, elle entraîne ce qu'on appelle en anglais, ce qu'on appelle en français, hydrogen embrittlement. Fragilisation par hydrogène. Qui attaque le matériau qui a. Oui. Donc, à ma connaissance, à mon de connaissance, tout ce qui concerne regarder l'hydrogène, les réservoirs d'hydrogène. Oui, les réservoirs. Les réservoirs d'hydrogène, ceci, à ma connaissance, a été plus ou moins résolu. Oui. Il n'y a pas de problème fait, il a été résolu ici. Le grand problème, moi, comment le transporter? Un exemple. Parce que je sais que le problème du transport de l'hydrogène, bien sûr dans le cas où on utilise des matériaux composites, des matériaux ferreux, le problème de l'embêtement intérieur, il attaque le carbone, il entraîne des fissures. D'affaiblir la solution. Donc, qu'est-ce que vous avez à me dire? Non, on a fait la question de transport. Parce que le transport peut se faire pour les petites distances, il se fait à petite pression, à basse pression. Pour cela, il n'y a pas de problème. Mais le problème, on le fait à basse pression. Mais à basse pression, ça veut dire que l'énergie elle est petite. On ne peut pas transporter beaucoup d'énergie. Mais à haute pression, on se compresse beaucoup, on a beaucoup d'énergie. Mais dans ce cas-là aussi, il y a des désavantages. Dans le cas du transport, on des pipelines. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, si on parle de transport d'hydrogène, on commencera par des petites applications telles que les véhicules. On pourra avoir une autonomie d'un véhicule. Il faudra au moins pas avoir une autonomie de l'ordre de 200 km. C'est juste un commencement pour vous répondre. C'est juste un commencement. C'est un détail qui est assez important. Donc, pour assurer l'autonomie des véhicules, il faudra viser à stocker de l'ordre de 5 kg d'hydrogène pour garantir l'autonomie des véhicules. Donc 5 kg, c'est un poids qui correspond à un volume. Donc pour le stocker dans un réservoir métallique, c'est impossible. Donc il faudra le comprimer. Donc soit on va vers la solution compression, soit on va vers la solution liquide. Vous ne m'avez pas compris la question. D'accord, La question est le transport vers l'hydrogène, le transport sur 1000 km, 2000 km, c'est ça ce que vous voulez dire, dans des pipelines. Des pipelines. Via des pipes. Via des pipes, ok. Via des pipes en matériaux composés. Parce que dans le cas où vous avez parlé, si je produis de l'hydrogène pour faire marcher les voitures, cet hydrogène est produit en émettant de l'électricité. Si c'est un hydrogène vert, donc je mets l'électricité et je casse le l'eau, En allemand, ça s'appelle la combustion. Monsieur Tesla a dit directement, je préfère utiliser l'électricité pour faire marcher ma voiture et je n'ai pas besoin de cette énergie. Donc, je vais faire des voitures électriques. Je produis de l'électricité et je l'utilise directement. Pourquoi aller faire l'électricité, l'hydrogène, utiliser l'hydrogène pour la voiture? Oui. Donc, Oui. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas moi qui le dis. Oui, mais bien sûr, non, c'est un avis. Le transport par pipeline. Le transport par pipeline, actuellement, qui a deux options. Soit recourir au réseau pipeline actuel métallique, les XECO, soit y aller vers des solutions composites. Lorsqu'on parle de solutions composites, vous avez parlé de la fragilisation, vous avez parlé de la pénétration de l'hydrogène vu sa taille très faible
et qui peut traverser la paroi et sortir, et faire des fils d'hydrogène, qui peut avoir des effets néfastes, surtout dans un endroit confiné, éco. Donc il y a la solution métallique et la solution composite. Pour la composite, on pourra utiliser, c'est pas du composite à 100%, mais on pourra y aller à utiliser une enveloppe interne, d'accord, qui est couverte par des filaments en composite. Donc l'enveloppe interne assure l'étanchéité de la structure du pipeline, et le composite, c'est la rigidité. Donc il arrive à résister à la pression du gaz qui est transporté. Donc ça, on peut aller vers les types 3 ou type 4, soit une enveloppe purement métallique, ou bien une enveloppe purement plastique. Leur rôle, ce n'est pas de résister à la pression, mais c'est juste de vous répondre et d'assurer l'étanchéité. Ça, c'est les deux, type 3 ou bien type 4. Maintenant, si on revient au cas les pipelines métalliques actuellement, j'ai présenté un modèle de ArcelorMittal qui a développé un matériau, maybe à l'intérieur une enveloppe résine étanche qui permettra deux. D'accord? Mais les deux sont là pour proposer. Le problème taille métallique, comme l'a exposé notre collègue Hajmiani, c'est la corrosion. Si on a un métal, on a de la corrosion. Le composite, non. Le composite, il n'y a pas de corrosion. Donc la durée de vie, elle y dépasse deux fois. Problème, pas de maintenance, pas d'intervention. Donc deux solutions sont là. Donc le travail des recherches, c'est quoi? C'est de proposer aux décideurs pas mal d'options. Et c'est à lui de décider par rapport au contexte de l'entreprise. Mais les deux travaillent. La dernière réunion depuis quelques jours de l'APEC a tranché dans le problème ça, politiquement. Sonatrach a fait quelques conventions avec l'Allemagne, les Italiens, les Autrichiens et Suisses. Donc, ils ont décidé donc, de produire 10% de l'apport dans les besoins européens de gaz d'hydrogène algérien, avec une injection de 10%. Oui. Jusqu'à 2023. 2030. En contrepartie, Anadib a tranché aussi pour produire des canalisations avec des qualifications internationales pour produire des canalisations pour Sonatrach qui transportent de l'hydrogène. Avec quel matériau? Avec toujours l'acier. Ah, toujours l'acier. Avec toujours l'acier avec différents pourcentages. Donc ils ont commencé les qualifications. Les normes disent, monsieur le professeur Hussein, merci pour la présentation, disent que l'ASMI, la B31 modifiée 2013-2015, maintenant on a la B31G modifiée 2023. Qu'est-ce qu'ils disent? La norme GAIL, pour produire, transporter de l'hydrogène, il suffit juste d'avoir la ténacité plus de 57 MPa square meter. La ténacité. Toughness, la ténacité. Avec une charge de l'hydrogène jusqu'à 1000 heures. Donc 1000 heures, la ténacité, si vous avez votre canalisation qui résiste à 1000 heures hydrogène, avec une ténacité de 57, bravo, vous avez la qualification. C'est juste une petite réponse, c'est juste. Il y a certains tronçons en Europe qui utilisent des pipes en composite. Oui. Il y a certains tronçons dans le network algérien, pour le transport du pétrole, c'est du composite. Et ils sont importés de l'étranger. D'accord? C'est vrai que... Full composite, full composite. Entièrement composite. C'est depuis 1970, je pense. C'est un peu ancien. Et jusqu'à maintenant, pas de maintenance, pas de corrosion, rentabilité à 100%. Il y a une partie qui a été... Bon, maintenant, dire est-ce qu'on va remplacer remplacer la totalité du pipeline pour l'hydrogène, en tant que chercheur et un peu de responsabilité derrière, je dirais non. Parce que la demande est pour aujourd'hui. Si aujourd'hui, c'est 2030. Donc, on sera obligé d'utiliser le network actuel afin de transmettre les 10%.
Mais si on va aller à 100%, là, la question sera posée. Donc, on se prépare pour demain. Tout court. Il faut être à cheval. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Professeur عندك انت Sadha, يا حبيبي. لا شوف الغد. c'est bon. Professeur Sadha de l'Université de Guelma. تفضل. Merci professeur. Certains pays ont commencé déjà à travailler sur l'hydrogène blanc. Est-ce que l'Algérie a commencé à travailler sur ce hydrogène? Quel est l'intérêt de l'hydrogène blanc par rapport à l'hydrogène vert? Je ne suis pas dans la spécialité, mais quand même ça m'intéresse la transition énergétique. Les gens ont parlé de l'hydrogène blanc. Il y a le vert et l'hydrogène vert ou l'hydrogène blanc. Je vert, je jaune, le rose. Le premier responsable de la recherche, c'est le CRD. Centre de recherche de blanc. Après, ce que j'ai pu. Le CRD n'a pas tranché pour le blanc. Les informations que j'ai sur l'hydrogène blanc, si vous voulez, si vous avez. معليش C'est ce que j'ai. معليش تفضل. Voilà, c'est ce que j'ai pu. Juste l'hydrogène blanc se trouve dans la nature. Donc et là, notre pays s'intéresse. C'est-à-dire dans l'atmosphère. Parce que, oui, dans l'atmosphère. Il est très rare, mais il existe dans la nature. Certains pays ont commencé à travailler sur Oui, ça. oui, mais il se trouve que notre pays, maintenant, il suit la demande, et la demande, c'est vers le H2 vert. Green. C'est le cahier de charge. Le cahier de charge. C'est un peu de répondre à notre collègue. C'est la feuille de route. Il commence par un diagnostic, état du lieu. C'est par rapport aux ressources existantes, aux matériaux existantes. C'est à travers ça qu'ils vont choisir est-ce qu'ils vont vers le blanc ou bien vers le green. Deuxièmement, c'est par rapport à la demande. Donc la demande du gouvernement européen cherche le green hydrogen. D'accord? Donc on a pas mal de partenaires européens, ils cherchent le green. Donc on va essayer de leur rendre réponse positive en travaillant sur le green. Maintenant le green, on pourra le transport d'hydrogène sous forme d'ammoniac, où on a une autre compétence. On a un véhicule. L'ammoniac, c'est les Français. Parce que l'ammoniac, une convention de la France pour importer de l'ammoniac, ou de l'hydrogène, parce qu'un H, trois molécules de H. C'est bien. Oui, Donc c'est les Français qui s'intéressent pour l'ammoniac, par contre les Italiens s'intéressent pour l'hydrogène. Même pour les Français, ils ont imposé des taxes sur tout produit où il y a le CC derrière, le carbone derrière. Donc c'est pour cela que j'ai exposé l'ammoniac green. C'est l'ammoniac à partir du hydrogène green. D'accord? Afin de répondre aux standards européens. De l'environnement. Environnemental. Tout produit exporté par l'Algérie ou par notre pays où il y a le carbone derrière, ça sera taxé. Et ça influe sur le coût. Donc c'est pour cela qu'on essaie d'y aller vers quoi? Vers l'ammoniac green ou bien le méthanol green. Merci, professeur. Autre question? Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui. Avec l'augmentation de la pression, donc vous allez changer Oui, le volume va diminuer. afin que ce que j'aurai des prix donc il y a un problème ici Oui. problème de diminution dans on sait que pour un matériau, il y a quelque chose à faire la transition de La température de transition. Oui. aller aussi pour aboutir à un matériau qui peut résister à une basse température. Au basse température. Oui, bon, pour les basses températures, bon, ça peut, on pourra y aller le créneau à stockage liquide. Donc ils mettent non pas un matériau, mais ils mettent deux matériaux avec
un gap entre les deux, entre la première enveloppe et l'enveloppe interne et l'enveloppe externe. Un gap entre deux, ça sera un vide, ou bien un isolant. Un isolant plus un vide, ça permet de conserver avec la température. Et en plus, ils ne vont pas remplir le réservoir à 100%. Ils vont un petit vide. En cas où il sera une perte de température, donc le gaz va s'évaporer, avec la vapeur il va se dégager, il va créer de la pression qui sera supportée par la structure 1. Il y a des mécanismes de sécurité. Une fois qu'il commence à sentir qu'il y a de la pression à l'intérieur, il va dégager le gaz à l'intérieur. Donc il y a tout un système qui est derrière. Comme M. Chérifi, on a discuté sur le remplissage. Il y a aussi une température qui s'accroît, mais c'est momentanément. C'est rapide. 1000 bars. 1000 bars. أنا في بزنسون كنت عملنا des essais expérimentaux. On a conçu un réservoir qui dépassait les 700 bars. Il y avait un collègue français qui était alimenté, financé par Air Liquide. Ne cherchez pas, il dit attends, je touche ici au laboratoire 1800 €. Il y a des flacons compagnie me propose 3 000 à 4 000 €. Il dit qu'est-ce que je veux ici? Lui, il a travaillé sur des prototypes qui ont été fournis par Liquide. Il a dépassé les 1200 bars, 1200 300 bars. C'était comme je te vois. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Parce que il y a 20 ans, c'était en 2008, on parle de 2008. Puisque j'enseigne la mécanique de la rupture, quand on calcule les réservoirs, parce qu'il n'y a pas que la pression interne dans le tank, dans le vaisseau, il y a le groupe stress, la contrainte orthoradiale, qui est 10 fois plus grande que la pression interne. Alors le problème, une micro-fissure, ça entraîne l'éclatement de la structure. La pression interne va engendrer des contraintes axiales, circonférentielles et de cisaillement. La plus grande contrainte qu'on doit souligner, c'est la contrainte circonférentielle. C'est hook stress. Hoop stress, oui. La plus dangereuse parce qu'elle provoque l'autre mode de rupture par ouverture. Oui. Et là, vient le rôle du composite, des filaments composites. Donc tout dépend de l'orientation qu'on met en place afin de réduire, on étrangle le gonflement circonférentiel. Rapidement, parce que vous avez déjà eu la parole. Quelqu'un d'autre, je vous invite pour un séminaire international qui va se tiendra à Oran au mois de mai 2025, qui travaille sur les green solutions pour l'industrie verte. Donc, International Conference in Green Solution on Oil and Gas Industry Sectors. Donc, ça va être à Oran. L'hôtel Méridien, il n'y a pas de frais d'inscription. D'accord? Quelle date? Je suis porté par Sonatrach. La date. 14-15 mai 2025. D'accord? D'autres questions, s'il vous plaît? S'il vous plaît, surtout côté étudiant, ça m'intéresse, côté étudiant, master. Des docteurs. Éventuelles questions, s'il vous plaît. Je vous invite en octobre 2025 donc, à l'université de Sfax. Vous serez les bienvenus. Son frère. Oui, son frère. Ça va être la deuxième édition de la conférence en Engineering Science. Inch'Allah. J'ai une petite question sur le contrôle des tanks, des vaisseaux construits en composite. Comment on les contrôle? Par exemple, parce que pour les matériaux métalliques, on utilise les techniques ultrasonores, etc., le CND. Mais pour de telles structures, comment on fait? Allez, c'est juste, tu as une fenêtre, tu peux répondre.
M. Bouzazi pourra enchaîner, c'est pour le type 3 et type 4. Donc type 3, c'est la métallique, enveloppe métallique, enrobée par des filaments composites, une bobine de composite. On le fabrique. Mais on connaît déjà que les propriétés thermiques ne sont pas pareilles. Le liner a deux propriétés, le combat a deux propriétés. Donc on le met dans un four pour assurer la cuisson et on le fait sortir. Donc il y a un montée de température, stabilité, un refroidissement. Le refroidissement ne va pas revenir à l'état initial d'une manière similaire. Par rapport à ses propriétés. Donc il y aura aussi, c'est la création d'un gap entre les deux. Un gap entre la partie métallique et la partie composite, le refroidissement, la cuisson. D'accord? Donc moi je dis, comme premier paramètre de contrôle, c'est l'opération de autofritage, qu'ils vont injecter de la pression à l'intérieur, et ils vont plastifier le liner afin qu'il vienne se coller sur le composite. Lama il y a la pression, il assure que le contact est parfaitement collé. Donc ça c'est le premier paramètre qu'on contrôle. Le bail du test d'écrasement, afin de vérifier que la pression disait elle est là. Des tests afin de contrôler les self-security parameters, des tests de fatigue et des tests d'autres tests qui peuvent. Mais le premier paramètre de contrôle, c'est d'assurer que le gap qui a été créé lors de la cuisson, le jeu a été bien fermé. Par quoi? Par la plastification de la même manière. Alors la pression de gauche, il doit au-delà. La défense règne à l'intérieur. Ça, c'est le premier paramètre. C'est pour ça que le mode comportemental, on ne peut pas, les modèles de comportement, on ne peut pas stimuler un liner purement élastique. Ou le derrière déjà ici plastifié. Donc si on veut se rapprocher du réel, un modèle tel Il y a lieu de voir d'autres lois de comportement. Élastoplastique, le composite lui-même, il n'est pas élastique. Le composite fait la résine qui est visqueuse, au fil Plus il est anisotrope, c'est un matériau anisotrope. Donc, on prend un modèle qui est visco-élastique comme première démarche, visco-élastique endommageable, visco-élastoplastique endommageable. Là, c'est d'aller vers un outil de dimensionnement fiable à 100%. On travaille sur ça. Je n'ai pas présenté. C'est plus proche de la réalité. Oui. 10 secondes. Peut-être qu'il y a aussi des techniques non destructives. Oui. CND. Voilà, donc avec des trucs avec une mission acoustique. Donc quand il y a retour du faisceau, donc il y a un vide quelque part et on peut l'identifier. Voilà. Avec les sondes US. Une sonde US par exemple. Oui. Je suis avec Paul Bouzazi depuis 2006. Donc il était mon encadreur de ma thèse. Donc il avait une équipe mixte algérienne et française. Là-bas on a travaillé sur une solution hybride, sur l'hydrogène. Oui, on a le type 3 entre le liner et le composite. On a c'est de l'aluminium plutôt que du métal. Oui, effectivement. Alliage d'aluminium. C'est Abdelzah. ما فيش ده. Alliage كانوا بني أمية صدور ما فيكم فإني إلى قوم سواكم من أميال كان يستوكي الماء في البيض كان يهرب من عمامه ويروح أخواله دونك هذا تجيبوا لنا دي ستوك d'hydrogène partout donc il dit à l'ennemi il va bombarder juste وحده c'est quoi un bombardement تاع unité de stockage de l'hydrogène c'est une bombe de l'hydrogène donc des stations d'hydrogène, vous pouvez les bombarder, tout simplement un simple fusillage d'une station, c'est éclaté. Mais il y a un يجيب لك الجيش. ولا لا؟ ايوه والله. Algérie a le S500. Elle a acheté le S500. Le S400 il est déjà installé, le S500 ils l'ont commandé.
Ah oui, ça c'est pas normal. Autre question. Ce n'est pas là, ce n'est pas là. السوجي تاعك يتري ريش تفضل بروفيسور ولد الحسين صوت كلاسيك برك. تفضل بروفيسور ولد الحسين de l'université de Guelma تفضل. I would like to, of course, we have also some guests here in the university that don't know so where, I mean, we talk the same with French, so I will try to talk in English. Okay, okay. So, first of all, I would like to thank you very much for your You're right. regarding hydrogen. The problem is water. Water. That's right. So, you need to electrolyze, produce the hydrogen from water. But, you know, the most important problem in Algeria is water. So how can we destroy high quantities of water just to produce hydrogen? At the same time, we can, because our main, let's say, target is finally is electricity, right? Yes. Okay, so can we see all the solutions to produce electricity without destroying Water. Water. I think this way is because I'm always, asking in my this. opinion, you know, in the thermodynamics, there is something we call exergy. The exergy is the quality of the energy. So regarding exergy, the electricity is the highest. Yes. Yes. So our main target is to produce electricity. But water is very, very important for agriculture, for everything. So in my opinion, it's something strange that I destroy water True. just for hydrogen. Yes. It depends on the scenario chosen by countries. Algeria is following this path. Yes. Because you are talking about the Algerian strategy, and I know they are going to electrolyze. This is one scenario. And you talk about that we have one of the largest Yes, yes. in the south. Yes, we can produce hydrogen from fossil resource. Yeah, I know. That's okay. I know. And we can, after that, cap CO2 I know. and to store it underground and to deliver just hydrogen. Carbon capture. This is one way. Moi, je pense que M. Vianney peut nous aider dans ça. Pourquoi? Voilà. Parce que lui, il connaît la nappe. Il a dit Le nappe d'eau. tout à l'heure qu'on utilise la nappe d'eau, etc. On a analysé. Est-ce que, ma question, Bombry, est-ce que la nappe, est salée ou pas? Le pH, il est entre 6 et 5. Ça veut dire que normalement, donc c'est bon. Il n'est pas stable. نادر تسمى Parce que tellement la quantité de zèf, donc l'injection. Voilà. Donc, si l'Algérie va vers l'énergie, donc l'hydrogène vert, donc ils produiront de l'énergie à partir de la nappe d'eau, avec de l'électricité probablement Dérivée par des photovoltaïques. À partir des photovoltaïques. Voilà. C'est ce que, parce qu'il faut de l'énergie électrique, il faut qu'elle soit renouvelable. Et donc on peut le produire à partir de l'eau. Si maintenant la nappe, elle est salée, donc c'est ça un peu le livre de la chose, parce que si la nappe est salée, il faut faire le dessalement d'abord, et puis donc faire, on fait le breakdown de la liaison avec le H2 pour avoir l'hydrogène. Donc ça nous coûtera beaucoup plus cher. C'est pour ça peut-être que dans le rapport, il a montré dans le rapport que l'hydrogène de l'Algérie va coûter pas cher, 0,84 Parce que la nappe, elle est douce. Il y a des, donc il en a plus d'expérience l'INAFEA, et donc il confirme que c'est une nappe
Voilà. Donc la nappe, à savoir, pour les gens qui ne le savent pas, donc la nappe, elle est un peu commune entre l'Algérie, la Libye et la Tunisie. Sorry if I'm speaking French, but you can translate. Donc la nappe, elle est utilisée, elle est commune en fait entre l'Algérie et la Libye et la Tunisie. Donc la Libye, elle en a exploité déjà une partie de la nappe. Donc en faisant tout à fait donc ils ont fait extraire de l'eau et ils ont fait le barrage et ils ont produit de l'électricité à partir de l'eau. Voilà. كاين برك جو راجوت برك une information سي عبد الرزاق اسمح لي لا ناب فرياتيك partagée par l'Algérie, la Tunisie et la Libye, c'est la plus grande nappe du globe terrestre. C'est la plus grande nappe. Exactement. Elle est exploitée par la Libye déjà. النهر الاستمرار. ممكن نقول صح حاجه pour confirmer l'information, c'est la production des produits pétroliers. Il y a aussi une quantité d'eau qui est dégagée, qui est aussi importante. D'après les collectations naturelles, bon, qu'elle les délaissée. Oui, donc ces quantités peuvent aussi faire l'objet d'une alimentation dans les centrales de production de l'eau. Bon, c'est juste un petit peu de sécuriser l'eau. Parce que ça. Voilà. Les Algériens, parmi les décideurs, ils ont décidé pour exploiter la. Mais le problème, c'est que, de point de vue environnemental, voilà, Le gaz de schiste. Gaz de schiste. Il coûte à la production aux alentours de $30. À la production, et en plus, on affecte la nappe et on créera des trous dans parce que c'est des explosions de roches. C'est un débat multidimensionnel. En fait, je m'adresse aux doctorants à la fin de la salle, donc s'ils ont des questions pour lui poser à notre cher collègue, professeur Houssine Abdelkader. Voilà, on va faire le mixage. Une seule question là, une seule question des doctorants là. Non, je n'ai pas donné. Sinon, on fait. Je vous en prie. Professeur, je vous en prie. À mon avis, le problème de l'eau, l'utilisation de l'eau, c'est un problème, on peut faire une approche thermologique, et c'est un problème de volume de contrôle. C'est sauf faire une analyse locale ou une analyse globale. Théoriquement, on va obtenir notre foi de l'eau, mais ce n'est pas dans le local de la production. Parce qu'après, on utilise l'oxygène, on ira l'oxyder. Et l'idée, c'est obtenir notre foi de l'eau. Le problème, c'est si l'analyse c'est local, parce que l'analyse c'est global. Oui. Parce que c'est pour ça que l'hydrogène c'est vert. Parce qu'on doit obtenir notre foi de l'eau à l'écran. Mais ici, le problème, c'est localement, on ira avoir une perte de l'eau. Mais à niveau global, de l'eau sanitaire. Ça, c'est un problème de volume de contrôle. Je pense. Conservation of mass. Tout se transforme. Rien ne se. Juste une information, c'est que je peux donner, c'est que c'est bon. je peux donner une information que maintenant ils ont fait un réacteur qui fonctionne avec de l'hydrogène. En remplacement de celui qui existe actuellement. C'est pour ça qu'il y a eu des investissements par rapport aux avions. Voilà, pour Airbus, principalement. Donc Airbus, elle a développé un réacteur qui fonctionne avec l'hydrogène et
va être en application 2025. 2025, ils commenceront à installer les réacteurs à hydrogène dans les avions. Voilà. Donc c'est l'utilisation en quelque sorte elle est imminente. Et qu'est-ce qu'il aura comme avantage? C'est que le réacteur il est à peu près en volume. En volume, il est à peu près 1 sur 6 par rapport au volume du réacteur actuel. Il a plus d'énergie de propulsion, donc elle est plus importante. Et surtout, il est écologique, parce qu'il va y avoir, en quelque sorte, à la sortie, il ne va plus y avoir de CO2. Hein. Tout le monde ne le dise pas. C'est que maintenant, les avions, c'est la chose qui pollue le plus dans le monde. Voilà. Mais ils ne le disent pas. Ils disent des voitures, des maisons, etc. Ça, ce n'est pas vrai. Le facteur le plus polluant par rapport au CO2, l'émission, c'est bien les avions. C'est pour ça qu'ils essayent de faire. Enfin, ils ont déjà. Moi, j'en ai le prototype ici en photo. Et donc, à la différence du réacteur, c'est qu'il va en quelque sorte créer juste des gouttelettes d'eau, donc ça va être en quelque sorte de la pluie. Donc, quand ils font par exemple l'hydrogène dans les voitures, donc le tuyau d'échappement, au lieu de faire dégager de gaz, il va dégager de l'eau. Et l'eau est tellement propre qu'elle peut être buvable. Donc les avions, maintenant, on peut espérer peut-être qu'en 50 ans. Voilà. C'est un grand challenge, je suppose, qui s'ouvre. Il y a beaucoup de pistes là, à mon avis. Je vous informe qu'il y a du gâteau là. Il y a déjà du gâteau, c'est juste pour informer, c'est juste pour l'information. Donc je vous donne les coulisses là. Avec Alej, donc. قدموهم شوية. Les doctorants. Je vous invite à s'approcher. On ne va pas tarder beaucoup. Dans quelques minutes, on va clôturer, mais avant ça, s'il vous plaît, avancez parce que quand ils font les photos, donc ça fait un gap entre l'avant on et ne va l'arrière. pas vous tarder en tout cas, donc ça va être 10-15 minutes, 30 Essayez minutes. d'avancer. Voilà. شباب قدموا شوي. Voilà.